La divination chez les Assyriens et les Babyloniens, par le docteur Georges Contenot, conservateur des antiquités orientales au musée du Louvre. Payot, Paris, 1940. Résumé, conclusion. Résumé. Il est superflu d'insister sur la multiplicité des procédés mantiques des Assyro-Babyloniens. Nous remarquerons seulement que nul d'entre eux n'est spécialement en rapport avec une catégorie domaine. Les mêmes présages sont obtenus par les méthodes les plus variées, qui se recoupent. Par là s'affirme déjà son caractère d'universalité. Présages royaux. La première catégorie de présages est constituée, comme il a été dit, par ceux qui se rapportent à l'État, c'est-à-dire au roi, à ses affaires, la vie du roi, celle du prince héritier, la longueur de son règne, les séditions, les campagnes militaires, les changements de règne, etc. Puis vient ce qui touche au bien du pays, et partant des habitants. Prospérité des récoltes, inondations, sécheresse, variation des prix, les demeures et les villes. Pour celles-ci, quelques présages curieux et frisant l'ironie. Si une ville contient beaucoup de gens intelligents, beaucoup de devins, etc., mauvais présage. Présages individuels. L'autre catégorie intéresse les individus, mais on est surpris du peu d'imagination des devins babyloniens, par comparaison avec la multitude d'aspects des demandes qu'on adresse à ceux de notre époque, et qu'on adressait même à ceux de l'Égypte hellénistique. On ne pourrait, en effet, d'après les recueils, reconstituer la vie de la société babylonienne comme l'a fait M. Cumont pour l'Égypte des astrologues. Leur impersonnalité. Le vague des formules est la règle, et le présage capable de répondre à tout est l'affirmation que le consultant réalisera, ou non, ses désirs. Puis, s'il sera stable dans ses biens, si ses jours seront longs, pour lui comme pour le roi, n'avoir point de rival, c'est-à-dire d'ennemi, est un grand point. Aussi, de savoir si le palais ravira ses biens, s'il sera fait prisonnier, s'il sera ou non enseveli, ce qui est de la plus haute importance pour la vie d'outre-tombe. Ainsi, à part quelques questions particulières aux mœurs de l'époque, réduction en esclavage, privation des offrandes funéraires, uniquement des questions générales. Et rien de ce qui intéresse les consultants d'aujourd'hui. Affection, mariage, adultère, les affaires de cœur rentrant évidemment dans la réalisation du désir. Chemin faisant, nous pouvons constater que bien des croyances de notre époque remontent loin, car les Babyloniens mentionnent l'enfant né, coiffé. Conclusion. Tirerons-nous une conclusion des pages précédentes ? Nous avons tenté de démontrer le mécanisme d'une création de l'esprit, à qui il a fallu de longs siècles pour atteindre le point de perfection que nous y avons reconnu. La mantique babylonienne et son rayonnement. D'avoir retrouvé, sinon entièrement, les mêmes procédés, du moins le même état d'esprit dans toutes les parties du monde antique, est digne d'attention. C'est l'affirmation d'une doctrine qui fut, pendant des siècles, universelle. Nous avons en effet conservé les rapports des devins royaux de la cour d'Assyrie au début du premier millénaire avant notre ère, mais nous avons aussi, par la lecture des tablettes de Mahari, comme veut bien m'en informer leur traducteur, M. G. Dossin, la preuve que rien ne se faisait de considérable en Babylonie au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ qui ne fût déterminé par des présages favorables. Et, chemin faisant, tous les peuples de l'Asie occidentale et l'Égypte nous ont paru également attachés à la mantique, le plus souvent celle même de Babylone, ce qui nous invite à abandonner les explications superficielles sur l'inanité de la divination. Le mot de Boucher-Leclerc, on ne perd pas son temps en recherchant à quoi d'autres ont perdu le leur, apparaît comme une simple boutade. Devant un tel consensus, il serait vain de prétendre qu'il n'y a rien dans tout cela. Pour que, pendant des millénaires, les différents peuples de la haute antiquité aient accordé un tel crédit à la mantique et à la magie, il faut bien admettre qu'elle ait donné un pourcentage intéressant de résultats. Ce que nous savons de l'entraînement des facultés métagnomiques autorise à penser que la mantique, reconnue comme officielle, a bénéficié de l'emploi d'une telle méthode et a pu s'élever à un niveau qu'elle n'atteint pas aujourd'hui. Pour les Assyriens et les Babyloniens, la connaissance du futur, car c'est à prévoir l'avenir plus que les choses cachées ou le passé qu'est destinée leur mantique, peut être obtenue par un ensemble de procédés qui ont été l'objet d'une révélation primitive. L'art de tirer des présages est un don de la divinité à l'homme. L'exercice de la divination ne l'expose à aucun moment à enfreindre la volonté des dieux, puisqu'ils ont multiplié les signes autour de lui pour l'avertir de leurs intentions. Cet accord entre la religion et la divination, permettant à cette dernière de s'exercer au grand jour, ne pouvait que lui être favorable. Tradition populaire. Dans les procédés de la mantique,
nous relevons un double courant. L'un inférieur, des sens populaires, recettes de bonnes femmes que l'on se transmettait, et qui, si elles ont eu une valeur quelques jours, l'ont perdue dès qu'elles ont été appliquées sans discernement et sans la prise en considération des circonstances de temps, de lieu et de personnes. La clairvoyance, faculté qui est plus ou moins partagée, peut seule tirer parti de ces listes de présages. À vrai dire, elle n'en aurait même pas besoin pour pronostiquer. Tradition de l'élite. L'autre courant est constitué par une tradition, privilège de l'élite, et nous met en présence des devins officiels, royaux, du monde des prêtres qui s'instruit à l'ombre des sanctuaires. La mantique babylonienne, science universelle. Il n'y a science, dit-on, que de l'universel. Or, c'est l'honneur de la mantique ancienne d'avoir conçu un système général assez complexe pour embrasser tous les phénomènes, en vertu de l'axiome déjà reconnu par les Assyriens et les Babyloniens de l'interdépendance totale et absolue de tout ce qui existe et peut se produire autour de nous. Sa dernière expression, s'il s'agit par exemple d'un malade, consistera à interpréter ce qui entoure le malade, au sujet de sa maladie, mais encore à interpréter le malade au sujet de ce qui l'entoure. De proche en proche, tout rentre dans la mantique, rien n'échappe à sa juridiction. Le corps des devins, dépositaire d'une science aussi universelle, joue dans l'État antique le rôle de nos experts officiels, de nos conseillers techniques. Ils rendent compte des conséquences possibles d'un acte au moyen de la divination car, à une époque où le mécanisme est encore peu développé, c'est à l'intuition de fournir des conclusions. Et elle y réussit d'autant plus aisément que les sens de ceux qui les exercent acquièrent une finesse que ne connaissent plus les nôtres. La mantique babylonienne, institution d'État. Lorsqu'on parcourt les recueils de présages des Babyloniens, il devient impossible de voir dans la divination le reflet d'une croyance chère à une simple partie de la population. C'est une pratique à laquelle a sacrifié en bloc le peuple entier, ce qui en augmente singulièrement la portée. La mantique fait donc à cette époque figure de science. Mais ce n'est point tout. C'est un moyen de conduire les affaires, de gérer les intérêts de l'Empire. Le fait que nulle décision importante ne pouvait être prise sans le concours de la mantique fait de celle-ci une véritable institution d'État. Si l'on tient compte des cas auxquels s'applique la divination, de son fonctionnement par l'entreprise des devins officiels, de l'existence du corps des devins royaux dont nous possédons les rapports, nous nous apercevons que nous sommes en présence d'un organisme aussi important qu'a pu l'être l'administration des finances et de la guerre, qui remplace ce que sont chez nous tous nos conseils consultatifs. Une institution d'où ont dépendu tous les actes de l'État, la paix, la guerre. Une institution où l'histoire d'Assyrie et de Babylonie a trouvé ses mobiles. C'est peut-être, de toute cette étude, cet aspect de la mantique qui mérite le plus de retenir notre attention. Il fait mieux ressortir le caractère théocratique des anciens empires de l'Asie occidentale et la différence fondamentale qui les sépare des nôtres. Fin du livre. J'espère que cette lecture vous a plu, malgré son caractère quelque peu technique parfois, il faut l'admettre. Il vous faudra un peu de patience avant le prochain ouvrage que je vous ferai peut-être choisir par un sondage, puisque entre cette lecture et la prochaine, je suis ravi de vous proposer une formation pour devenir un macro du 19e siècle.